Tout d'abord, bonjour à tous. Vous survivez, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'aimerais d'abord commencer par un disclaimer, si vous voulez, par une remarque une remarque d'à côté, qui est que j'ai évidemment aucune légitimité ni aucune expertise à parler soit de design, soit d'anthropocène. Si je suis là, c'est parce qu'effectivement on m'a demandé de parler d'accélérationnisme, j'imagine, parce que j'ai édité dans la collection que je dirige aux Presses universitaires de France, qui s'appelle Perspectives critiques, j'ai édité un recueil de textes qui rassemblait un ensemble d'articles tournant autour de cette thématique et trouvant leur source dans un texte qui a fait beaucoup jaser à partir des années 2013-2014, qui effectivement s'appelait Manifeste pour une politique accélérationniste de deux jeunes thésards anglais, qui s'appelait Nick Cernick et Alex Williams. Ils s'appellent toujours d'ailleurs Nick Cernick et Alex Williams parce qu'ils sont, ils sont également eux aussi bien en vie, et qui avaient décidé de se sentait, disons, si vous voulez, dans une situation qui est visiblement la situation de beaucoup de monde aujourd'hui, c'est-à-dire une situation de malaise profond par rapport à la manière dont les mouvements d'émancipation se positionnent à la fois par rapport aux grandes questions politiques du temps, mais également, et c'est aujourd'hui devenu absolument, consubstantiellement lié, si vous voulez, aux questions qui sont les questions effectivement d'évolution technique, d'évolution environnementale, d'évolution économique, etc. Puisque le complexe monde qui est le nôtre aujourd'hui rend la plupart des pratiques avec lesquelles on avait tendance à les regarder de manière séparée absolument impossible à défaire. Nous sommes dans une espèce de, si vous voulez, dans une situation au fond de magma des pratiques, et de magma qui atteint un point de fusion particulièrement insupportable. Et donc ils se sont dit très clairement, à gauche, puisque c'était une proposition qui se voulait, une proposition de gauche, très clairement à gauche, ça va pas. Ça va déjà pas électoralement, puisque en effet les formations de gauche ont toutes baissé leurs culottes et ont retourné leur veste de manière absolument pathétique depuis la fin des années 70 et encore jusqu'à nos jours. On vit effectivement dans un monde qui peut se dire fier de vivre dans un cadre de pensée unique, c'est-à-dire d'hégémonie néolibérale depuis un bon 40 ans, sans que visiblement la fin soit même apparente. Ils se sont dit, quels sont les problèmes au fond qui n'ont pas été prises en considération à l'intérieur de cette espèce de magma des pratiques, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans ce qui n'a pas été pris en considération, de effectivement le prendre en considération de telle sorte à pouvoir ouvrir quelque chose comme un destin possible, un autre destin possible pour une gauche qui ne serait pas une gauche complètement aveugle, si vous voulez, par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit. Alors, les questions qui sont les questions sur lesquelles ils interviennent, je ne sais pas si elles rentrent immédiatement en conflagration, en rencontre avec les débats d'aujourd'hui. Visiblement, pour certains, oui. Moi, je ne sais pas. Ça concernait tout d'abord la question du travail. Voilà. Est-ce qu'effectivement, le travail constitue un horizon, qui est un horizon avec lequel nous avons nous aurons perpétuellement, comme ça jusqu'à la fin des temps, à nous confronter, ou bien au contraire, le travail est un horizon dont la situation mondiale d'aujourd'hui rend nécessaire de le penser sous d'autres termes, voire même de penser à son abolition. Qu'en est-il, effectivement, de la question de la manière dont le changement climatique est pris en considération dans les sociétés qui sont les nôtres également? Si vous voulez, il y a toute une série comme ça de thèmes qui traversent ce manifeste pour une politique accélérationniste, qui est un manifeste qui s'inscrit évidemment directement dans une généalogie qui est une généalogie intellectuelle qui passe par Marx, qui parle par Gilles Deleuze, qui passe par Jean-François Lyotard, qui passe par toute une série de penseurs de cet ordre-là, qui passe aussi par un groupe anglais pas bien connu malheureusement en France, qui est le CCRU de l'université de Warwick, si je ne m'abuse, et qui était d'un groupe de penseurs comme ça, mêlant cyberféminisme, une espèce de néoprométhéanisme aussi technique, à la fin des années 80. Donc mêlant comme ça tout ça dans une espèce de melting pot, avec pour vocation, pour but de dire voilà ce que tous ces gens nous disent, de Marx à Deleuze en passant par les autres, c'est qu'en effet, on ne peut pas ne pas regarder le monde comme, si vous voulez, la gauche l'a fait depuis trop longtemps. C'est-à-dire on ne peut pas ne pas regarder la manière dont se trouve constitué
l'espèce de magma de pratique dont je parlais tout à l'heure, se trouve constitué le réseau des interactions entre économie, politique, environnement, social, mais également effectivement culture, design, tout ce que vous voulez, on ne peut pas ne pas le regarder du point de vue de ce qu'ils appellent, Cernic et Williams appellent, la plateforme matérielle du capitalisme. On ne peut pas. Or, c'est effectivement là où se situent, si vous voulez, les enjeux, et sans doute aussi les enjeux de l'Anthropocène. Ce matin, Michel Lusso parlait du livre de James Scott, Homo Domesticus, je crois que c'est le titre de la traduction française. C'est un livre qui est absolument fascinant. C'est un livre qui est absolument fascinant pour une raison relativement simple, c'est qu'il montre que cette plateforme matérielle, la plateforme matérielle néo-néolithique et dont nous sommes les héritiers, c'est une plateforme qui commence par la culture du brûlis, par la restructuration matérielle délibérée du monde par les premiers sapiens sur la totalité du monde, notamment en Amérique du Sud. Culture du brûlis qui a donné ce que l'on connaît aujourd'hui comme la forêt amazonienne, qui est un pur produit technique, si vous voulez, de l'utilisation délibérée de cette modalité de culture pendant des millénaires, si vous voulez, sur une surface particulière, qui est une technique de brûlis, c'est une technique de sélection des végétaux et une technique de sélection des animaux pouvant entrer en interaction avec ces végétaux dans une logique nomade. On ne parle pas de sédentaire, on ne parle pas de ville, on parle vraiment d'une logique comme ça, nomadique, etc. Bon. Depuis les premières cultures de brûlis d'avant même, si vous voulez, le néolithique jusqu'à nos jours, la question qui est celle des civilisations est toujours une question matérielle, au sens où c'est une question de logistique, au sens où, en effet, il n'existe pas quelque chose comme une vie nue, si vous voulez, et où même le plus élémentaire de nos existences, à savoir la vie elle-même, nous vient effectivement du dehors. Et donc, il faut prendre en considération le fait que le dehors n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. La nourriture ne nous tombe pas dans la bouche. Il faut aller la chercher. L'air, ça va, plus ou moins. La protection contre les intempéries, la protection contre les éventuels prédateurs, etc., etc., ce sont des choses contre lesquelles, en effet, il faut s'équiper. Bon. Évidemment, l'équipement du monde, qui est un équipement dont des gens comme Scott, mais pas seulement, toute une série d'historiens ont pu montrer que c'est un équipement qui est complet. J'entends par là qui est un équipement qui recouvre la totalité de l'espace de l'écoumène dont parlait encore Michel Lusso ce matin. Cette technologie, si vous voulez, du monde, qui fait de la Terre, ou plutôt qui fait du monde une carte 1-1 plaquée à la surface de la Terre, on vit véritablement dans le rêve borgésien de la carte qui est la taille du territoire. Hein. Je veux dire, c'est ça la réalité des choses. Cette carte est effectivement une carte intégralement logistique. Et donc ce que disent Cernic et Williams, c'est qu'il faut déjà apprendre à accepter cela. Donc en effet, il est impossible d'imaginer quelque chose comme un monde inversé, si vous voulez, un monde zéro, un monde dans lequel cette carte à l'échelle 1-1 peut être simplement effacée, à peine, bien évidemment, de la redesigner intégralement à nouveau. Ce qui est en effet un rêve qui peut aussi bien aller du côté des délires de terraformation de Elon Musk et compagnie, mais qui est également aussi le même rêve, d'une certaine manière, de ce que ceux qui tentent de défendre le retour à une nature nue défendent également. Et en réalité, la nature nue, il faut beaucoup l'équiper pour qu'elle soit nue. Beaucoup l'équiper. Hein, et la culture du brûlis, c'est effectivement le premier lieu de cet équipement. Bon. Donc la question par rapport à, comment dirais-je, au design, si vous voulez, du monde, au cosmo-design, on pourrait appeler ça comme ça, si vous voulez, la question devient celle non pas de l'oubli, du refus, mais la question de ce que Cernic et Williams appellent l'orientation. Une fois que nous sommes effectivement les héritiers des routes, des pipelines, des câbles, des conduites, de l'ensemble, si vous voulez, des choses qui, en effet, font que voilà, une ville comme Paris ne crève pas de faim au bout de 4 jours, que, en effet, voilà, vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui coule, vous allez vous appuyer sur votre commutateur, électricité, etc., etc., etc. La question est celle, d'en fait, cette massivité, si vous voulez, des choses, de comment faire en sorte de la déplacer dans une autre direction. Alors eux, évidemment, ne proposent pas une espèce de solution toute faite. La seule chose qu'ils demandent, alors pour vous qui êtes designer, j'imagine que ça vous paraîtra une banalité, pour beaucoup de gens qui sont dans des mondes politiquement très engagés, ça l'est moins, malheureusement. Ce qu'ils disent, c'est de là qu'il faut partir, si vous voulez. C'est de là qu'il faut partir, et non pas de l'idée qu'il s'agirait de changer l'homme, par exemple.
ou qu'il s'agirait, comme on le fait trop souvent dans les débats sur l'Anthropocène, de pointer des responsabilités. C'est la faute à. Non, c'est la faute au capitalisme, c'est la faute aux Occidentaux, c'est la faute à nous tous. C'est la faute, etc. Dans le discours sur la responsabilité, c'est un discours qui, si vous voulez, remet à nouveau entre les mains des êtres humains, soit chacun pour soi, hein, individuellement, soit effectivement collectivement, met en main quelque chose qui est quelque chose que nous n'avons jamais eu en main en réalité, puisque nous avons passé notre temps, et nous continuons à le faire, le déléguer à d'autres choses, à le déléguer effectivement à des objets, à le déléguer à des techniques, à le déléguer à ce que le roi Gourand, le spécialiste, si vous voulez, des cultures préhistoriques, des cultures d'objets préhistoriques, avait effectivement décrit comme, au fond, des abandons de fonctions. Quand Michel Luceau, ce matin, parlait effectivement de la simplification des fonctions accompagnant la sophistication des dispositifs, en fait, il décrivait la véritable hominisation dont parlait le roi Gourand, la manière dont effectivement notre cerveau s'est développé, dont effectivement nous avons commencé à utiliser des objets pour chasser, etc., effectivement comme un dispositif quelque part d'abêtissement, un dispositif en tout cas qui nous permet d'oublier un certain nombre de choses pour pouvoir déplacer des fonctions qui étaient auparavant saturés par ces besoins-là en direction d'autres exigences et d'autres nécessités. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est cela. Parler d'accélérationnisme, c'est pas dire, c'est une caricature qu'on en donne toujours, et je pense que Sornick et Williams ont tendu la verge pour se faire battre, vraiment. Il ne s'agit pas de dire maintenant on va aller super vite, parce qu'en effet on n'a plus le temps, ou on va aller encore plus vite, parce qu'en fait on n'allait pas assez vite. Dans un cas comme dans l'autre, c'est évidemment complètement débile. Ce dont il est question, c'est contre le déni, si vous voulez, que l'on voit très à l'œuvre, un peu trop à l'œuvre, dans un certain nombre, effectivement, de mouvements de gauche, mais qu'on peut voir également à l'œuvre, alors on va peut-être se crêper le chignon là-dessus, j'en sais rien, mais que l'on voit aussi à l'œuvre, j'en ai peur, dans pas mal de défense de la collapsologie, dans les théories de l'effondrement, que Scott d'ailleurs balaye d'un revers de la main, en tout cas l'effondrement au sens néo-darwinien, celui de Jared Diamond, pardon. Voilà, véritablement, s'il s'agit d'un monde, s'il s'agit de parler de monde, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et moi j'aime beaucoup Pierre Montebello, bien évidemment. Je fais ma thèse avec Isabelle Stenger, donc on est vraiment dans une espèce de monde, là pour le coup, qui est plus un monde humain, mais un monde dans lequel moi je me sens très très proche. S'il s'agit de faire le monde, la question de la facture devient la question première par rapport, d'une certaine manière, au monde. Et la question de l'orientation de cette facture et de l'équipement de cette facture, je crois que c'est le véritable enjeu. Et s'il y a quelque chose que l'accélérationnisme propose, c'est de dire arrêtons de regarder du côté, effectivement, des problèmes éthiques et des problèmes de la conscience éthique pour rééquiper la politique à l'intérieur de son horizon matériel. Voilà.